J'ai à vous décrire ce soir, messieurs, une histoire assez lugubre et assez quadragésimale, chacun à l'époque. Mais il faut aussi y voir la leçon, et il faut aussi y voir ce qui est l'essence de la chose, c'est que même en étant pieux et saint, il faut se garder d'être bête et ignorant. Donc, les francs-maçons et les radicaux s'étaient servis de la défaite du 4 septembre pour renverser l'Empire. C'était une trahison devant l'ennemi, et pour s'excuser, ils n'avaient d'autre moyen que de prendre les grands airs et dire « nous défendrons la France et nous serons vainqueurs ». C'est ce que disait dans le journal Le Combat, l'un d'entre eux, le frère socialiste Félix Piat, qui disait « Il ne peut être question de capituler devant le roi de Prusse et d'accepter la paix que le maréchal Bazaine demande au nom de l'empereur prisonnier. » C'était, vous le voyez, se lancer dans une aventure afin de cacher avec du sang une erreur politique, ou plutôt une erreur nationale de première grandeur. En effet, on ne peut pas inventer dans la guerre moderne, on ne peut pas inventer des canons, des munitions et tout le reste, des mitrailleuses, ni même former des troupes quand la victoire est déjà acquise par d'autres troupes mieux armées, mieux exercées et mieux commandées. La période de septembre 70 à février 71 fut pour la France une période de sang, d'horreur et d'humiliation. Seulement, elle ne fut pas inutile à tout le monde, parce que pendant ce temps-là, nos chers bons frères maçons savaient très bien arranger leurs petites affaires. C'est-à-dire qu'un peu partout, ils plaçaient leur personnel dans les emplois. Ils s'emparaient des municipalités, ils s'emparaient des différents postes administratifs et ils créaient dans toutes les villes grandes et petites des comités. En même temps, dans ce Paris qui était assiégé, se formait déjà ce que l'on a pu appeler plus tard le bloc des gauches. C'est-à-dire que sous la couverture de cet imbécile de général Trochu, qui était un bon catholique crétin, Gambetta, Aragon et Crémieux, les trois têtes maçonniques, organisaient la liaison avec les socialistes extrémistes. Et je le note ici car vous verrez l'importance de cela en 71. Vallès, Blanqui et Piat, tous des révolutionnaires, qui armaient leurs hommes et qui préparaient non seulement la guerre aux Allemands, mais également la guerre aux Français qui n'étaient pas leurs amis. Parallèlement à cela, la maçonnerie ébauchait sa grande politique anticléricale. Jules Simon et Gambetta, dans Paris, établissaient l'école laïque, sans aucune référence à la divinité. Madame Jules Simon, qui présidait un comité, un comité de dames, qui se tenait à l'instruction publique, interdisait tout enseignement religieux de l'école publique. Donc, en même temps que l'on prétendait faire une lutte patriotique, on arrachait les crises des écoles, des ambulances et des prétoires de justice. Vous voyez donc, comme toujours, les maçons ne perdent pas la tête, et derrière des grandes phrases patriotiques, il y a l'utilisation politique que cette engeance, qu'on peut dire sordide, mais qui a le sens de la lutte dans le détail, et c'est cela sa supériorité, qui a le sens de la lutte politique dans le détail, que très peu d'entre nous avons. Donc ces gens-là mènent leur bataille avec des objectifs très nets, dont le premier est évidemment de garder la mainmise sur la vie politique du pays. La défaite était inévitable. L'immense masse rurale du pays en avait assez. Les armées étaient partout vaincues et Paris
mourait de faim. Une de mes tantes donna un dîner de gigot de rhinocéros qui était un peu dur, mais ça valait mieux que des cuisses de rat. Tout cela, la génération qui m'a précédé me l'a raconté souvent avec pittoresque, mais c'était tout de même assez horrible. Et la masse de la France voulait la paix. Seulement, Gambetta le savait. Gambetta pensait qu'il risquait, lui et ses amis, d'être désavoués. Aussi, je vous signale là, chez lui, une jolie manœuvre qui, à ce moment-là, n'a pas réussi, mais qui devait réussir très exactement copiée dans l'année 1944-45. Gambetta se rendait bien compte que la masse des Français voulait la paix et ne pouvait pas approuver la manigance horrible qui leur avait permis d'arriver au pouvoir. Aussi avait-il donné un décret, fait donner un décret par son ministre de l'Intérieur, qui interdisait, privait du vote, tous les anciens princes, les fonctionnaires de l'Empire, les sénateurs et les députés compromis, disait-on, on est toujours compromis quand on n'est pas l'ami de quelqu'un, avec le régime impérial. On espérait de cette façon supprimer les cadres d'une opposition de droite et avoir la majorité. Seulement dans les clauses de l'armistice, Bismarck avait fait mettre qu'il voulait une assemblée élue par le peuple français. Et il avait peur, si le vote n'était pas un vote complet, un vote représentatif, qu'ensuite un parti politique le dise, cette paix ne vaut rien. Aussi, envoya-t-il un coup de botte dans quelque chose de Gambetta et lui dit, impossible, vous ferez voter tout le monde. Et Gambetta alors donna sa démission devant cette insolente prétention. Les élections eurent lieu le 5 février 71 dans la Seine et le 8 février ailleurs. Les républicains de Paris crièrent « guerre à outrance ». C'était toujours le cri qu'ils avaient, le mot d'ordre massacre. Et ils furent élus, ils avaient bien préparé leurs choses. Mais dans les provinces, ce fut tout autre chose. L'immense majorité des 600 députés fut pacifiste et monarchiste. Donc, la partie était perdue pour l'instant. Mais les maçons avaient pris des petites précautions. Certains d'entre eux s'étaient montrés, sinon partisans de la paix, du moins partisans d'écouter les partisans de la paix, ce qui permit aux imbéciles de modérer, d'élire, comme ça, à titre de compromission, un maçon qui s'appelait Jules Grévy comme président de l'Assemblée. Naturellement, Jules Grévy était obligé au début de jouer un jeu assez raisonnable, mais enfin, même dans leur défaite, les maçons avaient placé un pion au bon endroit. Cependant, Paris avait élu une minorité violente, et quand les termes de la paix, qui étaient très durs, furent connus, quand il fallut voir défiler des troupes allemandes dans Paris, quand on a appris qu'on perdait l'Alsace et une partie de la Lorraine, 5 milliards, une occupation allemande, etc., le régime de nation la plus favorisée pour 40 ans à l'Allemagne, dans les douanes, tout cela suscita dans Paris une émotion formidable, et les mêmes maçons qui, en septembre 70, avaient crié « guerre à outrance », crièrent de nouveau « cette paix est inadmissible ». L'agitation, naturellement, fut menée par la maçonnerie en sous-main. Et ce furent les socialistes, leurs alliés, qui déclenchèrent les violences. Quand les violences commencèrent, la maçonnerie voulut dégager sa responsabilité. Et je ne veux pas prendre trop de temps, mais tout au moins pour vous distraire, je vais vous lire un certain nombre des trucs qu'ils ont employés et des cérémonies à la fois pénibles et ridicules qui se déroulèrent alors dans Paris. Thiers avait fait accepter par l'Assemblée la paix par 546 voix contre 107 et 23 abstentions. Donc, il fallait que Paris l'acceptât, mais Paris ne l'a pas accepté.
de toutes les loges parisiennes et de toutes les loges provinciales arrivèrent des protestations contre cette paix. Et le 26 avril 71, les maçons de Touric élurent un orateur, M. Floquet, pour aller dire à Thiers qu'il ne fallait pas attaquer Paris, ni combattre les Parisiens en révolte. Naturellement, Thiers ne les écouta pas. Donc, il y eut un vote de ce convent du 26 avril, disant « Ayant épuisé tous les moyens de conciliation avec le gouvernement de Versailles, la franc-maçonnerie est résolue à planter ses bannières sur les remparts de Paris. Et si une seule balle les touche, les francs-maçons marcheront d'un même élan contre l'ennemi commun. » Il y eut là une cérémonie extraordinairement pittoresque et déraisonnable. Le 29, environ 10 à 11 000 maçons de toutes les loges, de toutes les obédiences se sont réunis. Tout Paris était là qui les regardait. Pendant que les Versaillais et les insurgés se battaient du côté de Neuilly et Asnières, pendant qu'on bombardait ici et Vanves, les badauds étaient là dans les rues pour voir les francs-maçons en masse avec leurs rubans, leurs bannières, toutes leurs oripeaux. Quelques dignitaires du Grand Orient avaient fait coller la nuit des affiches à laquelle ils protestaient contre cette manifestation, mais tout de même, il y avait au moins plus de 55 loges représentées et 6 à 10 000 maçons. 6 membres de la commune étaient là aussi, qui avaient reçu mission de les conduire à l'hôtel de ville, tout du long du parcours, où la foule se pressait et que gardaient des fédérés en armes. Une musique était à la tête du cortège et jouait des hymnes rituels maçonniques et patriotiques. Tout cela se réunit sur la place de l'hôtel de ville, précédé des 65 bannières maçonniques de loges avec des rubans bleus, verts, rouges, noirs, gris, violets. Il y avait des femmes pas très jolies en tête. Donc c'était, comme si vous voulez, comme une sorte de carnaval. Tous les élus de Paris étaient rassemblés sur la cour Louis XIV pour accueillir les délégués. Les bannières alignées, on chante la Marseillaise, Félix Piat, dont je vous ai cité déjà l'article violent en faveur de la guerre, parle au nom de la commune, salue ce grand jour, les maçons répondent avec émotion, les maçons arborent un drapeau rouge auquel on ajoute un signe maçonnique. Le frère Turlifoc, c'est joli nom, au nom de toute la maçonnerie, déclare alors « La commune est la plus grande révolution qu'il eût été donné au monde de contempler. Elle est le nouveau temple de Salomon que les francs-maçons ont le devoir de défendre. » Et c'était donc, vous le voyez, entériner cette révolte qui brisait la France devant les Allemands, qui abîmait Paris, qui brûlait les grands monuments de Paris, qui livrait la malheureuse population de Paris à un groupe de fous en délire et qui, en somme, n'avait ni chance ni possibilité de réussir. Ils ont planté leurs bannières sur les fortifications de Paris qui existaient encore, et quand ils ont vu que certaines étaient trouées de balles, ils ont été tellement indignés qu'ils ont publié un grand manifeste. Frères en maçonnerie et frères compagnons, nous n'avons plus à prendre d'autre résolution que celle de combattre et de courir de notre égide sacrée et de couvrir de notre égide sacrée la cause du droit. Armons-nous pour la défendre, sauvons Paris, sauvons la France, sauvons l'humanité. Paris à la tête du progrès humain, dans une crise suprême, fait appel à la maçonnerie universelle, aux compagnons de toutes les corporations écrits, à moi, les enfants de la veuve. Seulement les enfants de la veuve à l'étranger lui donnaient tort. Même Mazzini répondit que c'était une sottise. Et vous savez que la commune a fini dans des flots de sang. Thiers avait été élu président temporaire du gouvernement, et Thiers se montra extrêmement dur. Thiers était un curieux personnage dont il faut tout de même parler un peu. C'était un petit avocat marseillais, très malin, et qui avait été de très bonne heure patronné par un autre homme très malin, vous connaissez la haute moralité, M. Talleyrand. Thiers, comme jeune homme, avait été Carbonaro,
et ensuite Thiers avait prêté serment de haine au trône et à la tiare. Donc, vous voyez qu'il avait commencé brillamment une vie qui devait faire de lui un révolutionnaire en 1830, un ministre de Louis-Philippe en 1840, un révolutionnaire en 1848, ensuite un emprisonné par le Second Empire, et enfin le chef du gouvernement de Versailles, conservateur et patriote. Cet homme, vous le voyez, était donc un homme extrêmement adroit et extrêmement vulgaire d'esprit. Mon grand-père l'appelait le foutriquet. Et on racontait dans Paris, ce qui était vrai, qu'il avait tellement d'esprit de famille. Je vous demande pardon de l'anecdote, mais il faut connaître les dessous de l'histoire. Que non seulement il avait des relations avec sa femme, mais avec sa belle-mère et avec la sœur de sa femme, qui était d'une générosité. Enfin, on peut en raconter au Parlement, ceci, c'est, si vous voulez, plus condamnable et plus indécent, mais ça peint M. Thiers, que alors qu'il était ministre de Louis-Philippe, certains adversaires avaient été lui faire une sarabande de nuit, alors qu'il donnait un dîner. Et M. Thiers, qui était riche, monta sur le balcon, fit venir 2 valets de pied, on en avait à cette époque-là, avec de grands candélabres, en mit un à droite, l'autre à gauche, se tourna, et puis ôta sa cachette. Bien. Vous voyez donc la distinction de M. Thiers, les manières de M. Thiers, et les différents aspects, face et pile, de M. Thiers. M. Thiers était donc l'homme à tout faire. Les monarchistes l'avaient pris parce qu'il avait servi sous la monarchie de Juliette. Et les républicains l'acceptaient parce qu'on savait qu'il était au fond républicain. À l'Assemblée, il pouvait s'entendre avec Jules Grévy qui était un maçon, et en même temps, il pouvait, avec ses anciens camarades orléanistes, rapprocher les orléanistes des francs-maçons, et certains orléanistes, du reste, étaient maçons, comme nous le verrons tout à l'heure. Vous voyez donc que Thiers était l'homme de la combinaison. Mais dans le moment présent, il fallait avant tout garder sa place. Et comme Thiers avait vu une majorité massive monarchiste, comme Thiers avait vu que le pays voulait la paix, il se montra particulièrement brutal dans la répression de la Commune. Il se montra brutal et il se montra maladroit, ce qui permet maintenant aux maçons et aux loges de célébrer chaque année les victimes de la Commune. En fait, il y eut des massacres inutiles où les pauvres imbéciles qui avaient suivi les chefs furent exécutés, alors que les chefs maçons et socialistes, grâce à d'autres amis maçons et socialistes de l'autre côté, réussirent à s'en tirer et à s'éclipser. Cette situation est encore célébrée maintenant par la maçonnerie et le Parti radical, qui chaque année pleurent les victimes de la Commune en oubliant de pleurer les meurtres, les assassinats que la Commune a commis, et le tort que la Commune a fait devant l'ennemi, à diviser ainsi les Français au moment où il aurait fallu serrer les dents. Et si vous avez le sens de l'histoire, messieurs, vous verrez la parallèle entre la Commune et l'histoire de De Gaulle. Il y a là un parallélisme très frappant et qui vous montre, comme le disait déjà César, les mauvaises dispositions des Français à se diviser devant l'ennemi et à ne pas savoir que le premier devoir patriotique au point de vue national, comme le premier devoir religieux au point de vue religieux, c'est de tâcher de faire un bloc devant l'ennemi commun et de ne pas se diviser. Quoi qu'il en soit, M. Thiers fut trop dur. Mais c'était un malhonnête homme et qui jouait son jeu. Il le jouait remarquablement dans une assemblée qui n'était pas facile. Donc sur les 600 députés, il y en avait plus de 400 qui étaient monarchistes. Mais ces plus de 400 étaient divisés. Vous aviez les légitimistes, vous aviez les orléanistes, vous aviez les opportunistes et puis vous aviez les maçons radicaux, qui n'étaient pas plus d'une cinquantaine. Seulement, les légitimistes, qui étaient en général ce qu'il y avait de plus propre, et qui représentaient une tradition rurale, solide, profondément chrétienne et catholique, n'avaient pas de chef éminent. Ils avaient été privés du pouvoir depuis 1830, et le pouvoir
la connaissance politique ne s'improvise pas. Donc, ils étaient nombreux, un élément très net, mais il n'était pas un élément moteur. Les orléanistes, au contraire, avaient des gens qui avaient encore exercé le pouvoir, jeunes, sous Louis-Philippe, qui connaissaient les rouages, l'administration, et donc ils avaient un grand avantage. Il y avait des gens éminents, comme le duc de Broglie, il y avait des gens remarquables, comme le duc de Cazes, il y en avait d'autres, moi je vous donnerai des noms, M. de Séligny, etc. Il y avait M. Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais, etc. Donc, les orléanistes représentaient, avec un nombre un peu moindre, un état-major plus fort, plus actif, plus solide financièrement, mais assez prêt à négocier avec les maçons et avec les radicaux, parce que, voyez-vous, dans toutes les périodes critiques, les gens qui sont très riches songent d'abord à leurs devoirs, naturellement, et songent ensuite à leur porte-monnaie. Mais comme ils y songent ensuite, c'est ça qu'ils vont passer d'abord. Par conséquent, les orléanistes riches, Crédit Lyonnais et tout le reste, Schnell, n'avaient aucun désir de risquer une aventure politique et au lieu de s'entendre étroitement avec les légitimistes, qui représentaient tout de même l'élément terrien le plus sûr, eux qui représentaient plutôt un élément urbain mêlé aux affaires, ont écouté d'une oreille beaucoup trop attentive les offres et les propositions des maçons. Pendant ce temps-là, les maçons livraient contre l'Assemblée et contre l'idée monarchique une bataille d'une extraordinaire violence. Il faut que je vous lise ici une page qui vous éclairera et qui complétera ce que je vous ai déjà dit sur la campagne des brochures. C'est un extrait tiré du bulletin de la Société bibliographique, décembre 75. On répandait à ce moment-là en France, dans toutes les communes, des collections diverses qui, semblables aux cryptogrammes vénéneux, se trouvaient chaque matin dans les boîtes aux lettres ou vendues dans les rues. Les principales portaient l'étiquette de la bibliothèque démocratique, de la bibliothèque Franklin, dont je vous ai déjà parlé, de la bibliothèque ouvrière, de l'éducation populaire, de la bibliothèque de la Société d'instruction républicaine, ou bien les leçons d'instruction populaire, la collection à 5 centimes, le catéchisme du peuple, l'école mutuelle, etc. Ces brochures qui se trouvaient dans ces collections étaient les unes des IN 64 à 5 centimes, d'autres à IN 32 à 10 centimes. Et on pouvait, si on en achetait 25 ou 30, il y avait des réductions. Ainsi, elles étaient accessibles à toutes les bourses par leur bon marché et elles étaient répandues partout. Les radicaux, le parti radical était la forme extérieure du groupe maçonnique, s'arrangeait de la façon suivante. Dans chaque patelin, le journal républicain donnait une publicité gratuite à ses brochures. Dans chaque petite ville ou gros bourg, il y avait un dépositeur unique qui achetait une quantité, 10 000, 20 000 de ces brochures, avec une remise de 50%. Ensuite, on réunissait les républicains militants, ce qui veut dire les maçons, et eux, ils se chargeaient de former des listes de gens à qui on pouvait vendre ou dont on pouvait se servir pour répandre les brochures. Et ce groupe s'engageait à prendre tous les trimestres de 1000, 2000, 3000, 5000 brochures. Et ainsi, il y avait un bombardement fantastique qui touchait les villes, les petites villes, même les campagnes, et qui formait l'opinion à crier « Vive la République, la monarchie est dangereuse. La monarchie ramènera la guerre. » C'est ainsi que dans les 10 cantons d'un seul arrondissement, 1500 exemplaires de la brochure poursuivie, il s'agit d'un texte judiciaire, avaient été distribués en quelques jours. C'est par le même procédé que beaucoup d'autres brochures du même genre, notamment celles sur la confession, vous expliquez pourquoi, furent répandues en 1874, en moins de 3 mois, à plus de 300 000 exemplaires dans un seul arrondissement. En effet, les deux thèmes de ces brochures étaient primo, abat la monarchie qui nous ramènera la guerre, abat l'Église catholique, obscurantiste,
et imbécile, que l'on attaquait à boulet rouge. En effet, il n'était pas très facile d'attaquer à boulet rouge la majorité, c'est pas le genre de la maçonnerie. Mais on attaquait l'église, on attaquait l'église des villages, on attaquait les prêtres, on attaquait tout cela. En même temps, comme pendant la guerre, les communistes, les maçons et les radicaux avaient formé dans toutes les villes des comités, ces comités soutenaient cette propagande et ainsi on arrivait à un bombardement énorme. Pourtant, il y avait un tel sentiment à ce moment-là, un double sentiment de renaissance spirituelle, dont à Paris-Sacré-Cœur, à Lyon-Fourvière, à Marseille, la grande église de Notre-Dame-de-la-Garde sont des témoignages, et il y avait vraiment une poussée vers la confiance monarchiste. Il fallut un nouvel escamotage maçonnique pour obtenir le fameux vote de janvier 1975 qui donnait une majorité de 1 voix à la République. Encore cette majorité de 1 voix fut-elle volée, car si l'on avait tenu compte des rectifications de vote, il y avait une majorité de 5 voix pour la monarchie. C'est à peu près ce qui s'est passé en Italie après la dernière guerre. Donc, ce fut un escamotage. Mais au point de vue légal, et c'est là où les maçons sont très forts, l'escamotage était fait, et en somme, ça arrangeait les orléanistes, parce que leur candidat était moins populaire, moins respecté que celui des légitimistes, et que, donc, il n'aurait pas été les gagnants. Aussi, beaucoup d'orléanistes disaient-ils, la République est ce qui nous divise le moins. C'est une phrase imbécile que l'on entendait en ce moment-là. Ainsi, ils gardaient la majorité, mais ils étaient dans une situation telle qu'ils étaient obligés de temporiser. Et ils n'ont pas su choisir des gens qui pourraient les maintenir au pouvoir. Ils ont élu un excellent homme et un bon général comme président de la République, qui était le général de MacMahon. Et vous savez que MacMahon est fameux par son honnêteté, sa beauté physique et sa niaiserie. Vous connaissez l'histoire de MacMahon et du nègre. Il était dans un régiment, puis il y avait un nègre. Alors, il demande au nègre, qu'est-ce que vous êtes? Le nègre lui dit, nègre. Il dit, continuez, madame. Bien. C'est à propos, il l'a eu à peu près dans tout ce qu'il a fait, puisque il a commencé par prendre comme ministre de l'Intérieur le duc de Cazes. C'était le fils du duc de Cazes, et lequel duc de Cazes était un maçon distingué, et le deuxième duc de Cazes était aussi un maçon distingué. Par conséquent, Macron, qui était un très bon catholique, un très honnête homme, très respectable, et qui aurait désiré maintenir les possibilités de la monarchie, MacMahon se mettait en quelque sorte à la merci de l'ennemi, et d'un ennemi extrêmement dangereux. Car à ce moment-là, la maçonnerie commençait à humer l'air de la victoire et changeait son fusil d'épaule. Dès 1871, dans un convent, elle abolissait le titre de grand maître de la maçonnerie. On n'est plus que président du conseil. Donc, on nivelle. Dès 1871, on supprimait toute une série de possibilités qu'avait le grand maître de commander. Désormais, c'était le conseil qui commandait et qui tenait les rênes, c'est-à-dire une majorité parlementaire ou pseudo-parlementaire bien manœuvrée par qui voulait. Ensuite, la maçonnerie se répandait en accentuant l'anticléricalisme. C'était une époque où, sans attaquer de front le gouvernement légal, on criait, on hurlait « à bas la calotte ». À bas la calotte, ça voulait tout dire. La maçonnerie, donc, avait fait disparaître les dernières traces d'autorité aristocratique. Le grand maître, le dernier grand maître de l'ordre était un ancien condamné. Et puis, après ça, il fut décidé que les pouvoirs de la maçonnerie seraient entre les mains de gens qui seraient élus souvent.
Et en même temps, on commençait à discuter pour savoir si on maintiendrait, oui ou non, le nom du grand architecte de l'univers. Car beaucoup de loges disaient « à quoi bon ?» puisque, au fond, nous ne savons pas ce que ça veut dire et nous ne désirons pas le savoir. Donc, McMahon avait été élu le 19 décembre 1973 président de la République. Il était décidé que si McMahon avait eu un peu de courage, la franc-maçonnerie organiserait une nouvelle révolte. La commune avait valu 300 000 morts, ce qui était tout de même quelque chose, mais tout de même, on a trouvé la preuve que la loge internationale avait groupé des conjurés et que à Chalon-sur-Saône, au Creusot, à Lyon, on devait s'entendre pour enlever un parent ou une parente du maréchal de MacMahon s'il faisait mine de rétablir la monarchie. Et ensuite, on devait faire la guerre, l'embuscade en tout cas, pour protester. Et puis, à partir de ce moment-là, la Ligue de l'enseignement et ces bibliothèques dont je vous ai déjà parlé, ces sociétés, répandirent dans toute la France des papiers qui étaient à la fois anti-catholiques et anti-monarchistes. La bataille contre ce que l'on a appelé les notables fut menée très vivement. MacMahon eut tout de même une lueur de sagesse. Il avait pris pour Premier ministre et comme ministre de l'Intérieur, après Decazes, qui était très louche, quelqu'un de beaucoup plus distingué et de beaucoup plus honorable, qui était le duc de Broglie. Le duc de Broglie, malgré tout, avec la finesse d'esprit des Broglie que vous connaissez, et peut-être un peu plus de loyauté que certains autres Broglie, le duc de Broglie se mit à surveiller les loges. Le 14 février 1974, il a interdit que les loges participent à des menées politiques et prennent part à des manifestations politiques. Il fit même fermer les 8 loges de Toulouse, ce qui mit les maçons en rage, parce qu'ils se sentaient près de la victoire et qu'à ce moment-là, on ne supporte plus rien. Les élections, ils préparèrent donc avec vraiment un soin considérable les élections de 1976. Les élections de 1876 furent pour eux un premier triomphe et celles de 1977 complétèrent le triomphe. Voici les chiffres de ces deux élections. Nous épiloguerons ensuite sur les raisons de leur victoire, qui est très évidente, mais ça ne fait rien. Les chiffres donnèrent d'abord, pour les élections de 1976, étaient des élections qui portaient sur le Sénat. Il entra un bloc massif de 100 républicains d'un seul coup, ce qui fait que les royalistes n'avaient plus qu'une majorité de 3 ou 4 voix au Sénat, qui était pourtant l'endroit où ils étaient bien installés. Puis ensuite, en 1877, il y eut de nouvelles élections, et cette fois-là, la Chambre des députés comprit 340 républicains contre 153 conservateurs et 22 constitutionnels. Donc, les républicains menés par les maçons étaient maîtres de la situation. Ils avaient réussi dans leur campagne. Ils avaient réussi dans leur campagne grâce, évidemment, à la maladresse de ce pauvre MacMahon, qui était un très honnête homme et qui n'était pas un politicien, grâce aussi à toutes ces compromissions de son état-major, et ensuite grâce à 2 éléments dont il faut bien parler maintenant. Le premier élément, je crois que je vous l'ai déjà signalé, c'est que quand les gens riches voient un danger politique, ils sont beaucoup plus prêts à soutenir leurs ennemis que leurs amis. Si jamais vous faites de la politique, vous ça. Si on soutient ses amis, ben, on peut avoir la victoire. Dans ce cas-là, ça rapporte. Mais si on soutient ses ennemis, on a des avantages s'il y a la victoire, on a des amis qui ont les mêmes idées que vous. Mais s'il y a la défaite, on a des avantages aussi, puisqu'on a soutenu ses ennemis. Donc, c'est la politique de l'assurance, vous comprenez ? À l'heure actuelle, le parti maçonnique, le parti communiste, ne vivrait pas s'il ne recevait pas des contributions des plus grands industriels de France. Et des gens les plus riches, comme M. Picasso, qui fait ça par assurance et pour payer un impôt sur le revenu moins lourd. Donc, vous voyez, cette politique de l'assurance
qui est pratiquée par une grande partie des classes riches en France et en Suisse. Cette politique de l'assurance a été l'un des éléments qui a amené la défaite des monarchistes à cette époque-là. Deuxièmement, vous me direz, les maçons avaient leur comité, mais enfin il y avait tout le clergé français qui pouvait, à ce moment-là étant très populaire, avoir un rôle. Eh bien, il faut vous rendre compte de ce qu'était le clergé français à cette époque-là et de sa formation. Vous vous rappelez, messieurs, qu'en 1516, il y avait eu un concordat entre le roi François Ier et le pape, par lequel l'Église et l'État français s'entendaient. C'était le roi qui nommait les évêques, mais c'était le Saint-Père qui les sacrait, qui avait le droit de refuser. L'Église sous la monarchie a été assez libre parce que chaque évêque, chaque curé, une fois nommé, avait son domaine, son territoire et par conséquent ne dépendait plus de l'État. Mais à partir de 1802, la situation change parce que Napoléon Ier a inscrit dans le concordat que les prêtres toucheraient une certaine somme de l'État et que cette fois-là, la nomination des évêques était beaucoup plus étroitement surveillée du point de vue politique qu'elle ne l'était auparavant, parce qu'il fallait que le clergé fût strictement obéissant. Si Napoléon Ier avait accepté de se réconcilier avec le pape, c'était pour que, dans les catéchismes, on mit comme un des devoirs des fidèles de prier pour l'empereur, de servir l'empereur et de se faire casser la gueule pour l'empereur. Si vous voyez le catéchisme impérial, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, en dehors des devoirs qu'on avait vis-à-vis de Dieu, eh bien, ceux qu'on avait vis-à-vis de l'Église et ceux qu'on avait vis-à-vis de l'État étaient sur le même pied. Ainsi, le prêtre français, dans les paroisses et même dans les écoles, finit par se considérer beaucoup trop comme un fonctionnaire. Et devant les événements politiques, il considéra que comme fonctionnaire, il n'avait pas à prendre position. L'évêque, dans les cérémonies publiques, passait derrière le préfet, et en temps ordinaire, sa plus grande joie, c'était d'être invité à dîner par monsieur le préfet, et son plus grand honneur, c'était de mériter la Légion d'honneur, même quand elle était donnée par des gangsters et des athées. Vous avez encore beaucoup d'évêques qui portent des Légions d'honneur sans se rendre compte de ce qu'ils font. Ainsi, loin d'être capable de lutter et d'organiser une opinion qui était à leur disposition, les prêtres français ont attendu le coup de massue qui devait être porté à l'Église et ils n'ont pas bougé. Ainsi, MacMahon s'est laissé complètement rouler. Il avait d'abord pris 2 cases comme ministre de l'Intérieur et ensuite, en 1976, au moment où les choses commençaient à aller mal, il a pris un certain Ricard qui était un maçon et qui, dès son arrivée, a changé 37 préfets, c'est-à-dire l'orientation maçonnique. Aussi, après cette défaite, il n'était pas question que MacMahon eut le courage de rester. Il s'est retiré. Et à ce moment-là, alors, nous voyons le grand tournant de la maçonnerie. La maçonnerie a le bonheur, pour la première fois, d'avoir non pas à s'entendre avec le gouvernement, mais d'avoir un gouvernement qui doit s'entendre avec elle. Toute l'histoire que je vous ai contée jusqu'à présent, messieurs, vous montrait dans la maçonnerie, comme dans le dieu Janus, 2 visages. Un visage tourné vers le gouvernement, toujours souriant. Ah, mais oui, on s'entendra. Un visage tourné vers les loges, en disant allez-y. Eh bien, à partir de ce moment-là, comme le parti radical était vraiment le corps de la maçonnerie, et que la maçonnerie était l'âme du parti radical, il n'y avait plus qu'un seul visage, qui était la haine de l'Église et la décision d'en finir le plus vite possible. Cela se marquait à l'intérieur de la maçonnerie par une haine non plus seulement de l'Église, du christianisme et de Dieu. Car c'est l'époque où nous allons voir même l'idée divine chassée et persécutée, expulsée
de tous les rituels maçonniques, alors que la prudence des pasteurs qui, vous vous rappelez, l'avaient formé en 1717, maintenait le terme du grand architecte de l'univers et visait seulement à placer la maçonnerie en haut des religions. Vous avez là un tournant qu'il faut que vous notiez bien exactement. 1717, les pasteurs protestants impies veulent faire de la maçonnerie une super religion. Donc, englober toutes les religions. C'était l'idée des rencontres de Joseph de Maistre. À l'époque où nous arrivons, ce n'est plus une super religion qu'ils veulent faire, c'est une contre-religion qui remplace toutes les autres sans se soucier de les englober, mais seulement en se souciant de les détruire et de détruire l'idée divine elle-même. Ceci, vous allez le comprendre mieux par quelques citations. Il y avait une agitation dans les loges, parallèlement à l'agitation qui s'exerçait contre l'Église. Il y avait une agitation pour transformer le rituel. Cette agitation s'était manifestée dès 1871. Mais ça n'était encore que pas grand-chose. Et même dès 1865, au Grand Orient, on avait changé la formule. Et on avait mis dans le rituel, nous ne nions ni n'affirmons rien. Nous laissons chacun libre de penser ce que bon lui semble en sa conscience. Donc, on avait laissé le terme de grand architecte de l'univers, mais on l'avait vidé de son contenu, car auparavant, c'était un contenu qui était en somme déiste. Puis un beau jour, un vertueux pasteur protestant qui s'appelait Desmond est arrivé et a écrit, a lu un beau papier au Grand Orient pour obtenir la suppression même de ce titre de grand architecte de l'univers. Et voici comment la séance s'est déroulée. Vous allez voir à quel point le langage de ce Desmond était à la fois protestant et maçon. Dès 1877, on sentait la chose venir. Au convent de cette année-là, le jeune frère nîmois, Frédéric Desmond, pasteur, rapporteur de la question, fit un très brillant discours. Il s'adressa aux idées morales et élevées, à toutes les aspirations larges et libérales. Il demanda qu'on ne descendît pas dans l'arène brûlante des discussions théologiques. Grands applaudissements. Il implora que la maçonnerie plane majestueusement au-dessus de toutes ces questions d'église et de secte, et qu'elle reste de vaste abri toujours ouvert à toutes les victimes du despotisme et de l'intolérance. Vous imaginez qu'un beau discours comme ça fait pleurer les gens, et puis ça emplit de joie les athées qui voyaient là le moyen de supprimer le titre de grand architecte de l'univers, ce qui fut fait. C'est pu supprimer donc dans les papiers, puis ensuite dans le rituel même en 1885. Seulement, alors c'était une rupture avec la tradition anglaise. Les Anglais ont beaucoup de qualités que nous n'avons pas, et surtout l'hypocrisie. Et dans ce domaine, ça les gênait. Donc, la Grande Loge écossaise comprit qu'il y avait là un bénéfice à tirer. Et alors, elle maintint le grand architecte de l'univers, ce qui lui a permis de toucher de l'argent. Et d'en toucher jusqu'à ce jour. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, comme je vous le dirai en mars, le Grand Orient, qui était privé des subsides anglo-américains, se laisse aller à toucher des subsides russes. Le rouble est bon. Tandis que la Grande Loge n'a pas besoin de subsides russes, et elle continue à toucher les subsides anglo-américains, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins rouge que le Grand Orient. Et enfin, c'était une opération financière bien menée, qui a été un peu difficile, parce que beaucoup de loges de la Grande Loge ont protesté contre le grand architecte, la mode n'était plus grand architecte, et alors il a fallu négocier, on a dit qu'on maintiendrait le titre de grand architecte, sans obliger les gens à savoir ce que c'était que le grand architecte. Donc, c'est très bien. Vous voyez, c'est très maçonnique, un peu picoutien et très maçonnique. Dans tout ceci, vous le voyez, la maçonnerie, graduellement,
arrive à se réaliser elle-même, n'est-ce pas? En 1885, voici quel a été l'article de la Constitution. Les ateliers s'interdisent, vous voyez comme c'est noble, tout débat sur les actes de l'autorité civile et toute intervention maçonnique dans la lutte des partis politiques. Bien. Seulement, voilà ce que disait le même article auparavant. Vous allez voir la différence. Il disait que tout en tolérant toute discussion, il fallait éviter de discuter sur les vérités de la religion du pays où on habitait comme sur les questions politiques du pays où on habitait. Donc on a escamoté la religion et on n'a plus laissé que la politique, ce qui permettait aux loges d'exercer une polémique de plus en plus violente contre l'Église. Toute la maçonnerie, à partir de ce moment-là, va être tournée contre l'Église et va tâcher de détruire l'Église et de la remplacer. Il y a un aspect comique, parce que je vous ai parlé de choses tristes, mais il faut que je vous parle aussi de l'aspect comique de la maçonnerie, qui est souvent très comique, parce que ces braves gens ont heureusement un côté bêta, sans ça ils auraient déjà depuis longtemps envahi le monde. Il y avait à Clermont-Ferrand un Auvergnat très riche, et assez fouchetant, et qui a eu une idée de génie. Il s'appelait M. Blatin. Il a dit en loge, voyez-vous mes frères, la naissance, l'adolescence, le mariage, la mort seront toujours des occasions de joie et de douleur, de regrets et de signes physiques, et de regrets ou d'espérance qui demandent à se manifester par des signes physiques et par des formules spéciales. Ne laissons pas l'Église catholique, avec ses belles cérémonies qui attirent tant de simples, avoir le privilège de ces symboles. Il faut combler cette lacune. Par exemple, pour le mariage, un cordon conjugal reliant l'épaule droite de l'époux à l'épaule gauche de l'époux, et entre les mains de chacun d'eux, une fragile baguette de verre figurant l'amour. Il avait également imaginé des baptêmes maçonniques et d'autres cérémonies de ce genre qui ont été pratiquées quelque temps jusqu'à ce que le public mis au courant éclate d'un rire inextinguible. Donc le frère Blatin a gardé une certaine gloire, mais surtout une gloire de ridicule, et il a fallu que, eh bien, on renonce à cela, et qu'on s'enfonce au contraire dans l'ensemble, dans une attitude de plus en plus athée et de plus en plus violente. En effet, Gambetta était arrivé au pouvoir pour remplacer le maréchal de Macnaghten. Gambetta avait été très chaudement soutenu dans sa campagne, c'est encore un élément de la victoire, messieurs, avait été très chaudement soutenu par M. de Bismarck. M. de Bismarck, comme le gouvernement anglais, considérait qu'il n'était pas souhaitable que la France reprît trop vite sa force, son unité et son ardeur nationale. Et que pour l'éviter, le mieux était d'éviter le retour d'une monarchie en France. Aussi, M. de Bismarck avait-il chargé non pas son ambassadeur, qui était un peu monarchiste, mais un gentilhomme de ses amis, qui s'appelait le comte Henkel von Donnersmarck, et dont j'ai connu les descendants, d'entretenir à Paris les milieux républicains et de les soutenir en s'efforçant de les aider. Ceci, voyez-vous, n'était pas du tout une chose vaine, parce que vous vous rappelez que l'Allemagne avait, par le traité de Francfort, reçu le droit d'importer en France beaucoup plus librement que n'importe quel autre pays. Donc, être bien avec l'Allemagne par le canal de monsieur du comte Henkel von Donnersmarck représentait de gros avantages économiques. Et comme il avait une maîtresse très jolie, qui s'appelait Mme Paiva, il pouvait y avoir d'autres avantages aussi que je ne mentionnerai pas. Ainsi, la propagande germanique, d'une façon formelle, et la propagande anglaise d'une façon plus prudente, poussait-elle à la République et soutenait-elle les républicains. D'autant plus que le Grand Orient avait non seulement renoncé à l'idée divine, mais il avait également pris une nouvelle attitude sur divers problèmes. Primo, pacifisme, le moins d'armée possible. Deuxièmement, autant que possible, nivellement des fortunes et nivellement des rangs.
Troisièmement, l'école d'État sans aucune religiosité. Quatrièmement, un travail permanent pour maintenir au pouvoir une majorité politique soutenue par le Grand Orient. On entourait tout cela de très belles phrases. On disait que c'était un devoir vis-à-vis de l'humanité, on disait que c'était un devoir vis-à-vis de la démocratie, mais enfin, c'était, vous le voyez, une attitude très différente de l'attitude de l'ancienne maçonnerie, et même de l'attitude de la maçonnerie anglaise et de la maçonnerie allemande. On voulait la prospérité, et à cette époque-là, c'était le grand mot. Et les maçons avaient la chance qu'à la même époque, il y eut en Amérique et dans d'autres pays des sécheresses qui faisaient que le blé français se vendait très bien. Donc l'opposition paysanne, qui dans d'autres cas aurait pu se grandir, n'a pas grandi, et les paysans ayant de l'argent, et l'organisation, il faut le dire, de l'importation des industries allemandes en France, et de l'importation des produits de la culture et de l'agriculture française en Allemagne, était au fond, on s'en est rendu compte ensuite, une organisation heureuse et saine. Donc il y a eu un équilibre économique qui a donné au nouveau pouvoir sa chance. La nouvelle doctrine maçonnique, j'en ai donc dit un mot, mais pour qu'elle soit plus claire dans votre esprit, je vais vous en dire un autre mot qui résumera bien, d'après un auteur ancien maçon, ce que c'est. Le vent républicain soufflait. Tout le monde voulait être athée, républicain et égalitaire. Le Grand Orient poussait dans ce sens-là. Et, à la même époque, une femme, que je crois animée du démon, et dont je vais vous parler en détail, lançait une nouvelle obédience. Cette nouvelle obédience, c'était celle que l'on a appelée le droit humain. Cette nouvelle obédience a été l'âme de la bataille contre l'enseignement religieux et l'âme de la lutte établie dans toutes les écoles et dans tous les villages contre le curé et contre le prêtre. C'était, vous le voyez, cette femme, une femme, car les femmes sont très souvent plus harpies que les hommes, c'est un don que leur fait le Saint-Esprit. Cette femme était une véritable apôtre de la haine religieuse. Elle s'appelait Maria de Raismes, D-E-R-A-I-S-M-E. C'est un nom qu'il ne faut pas oublier parce qu'elle est une des femmes qui a fait le plus de mal en France, dans les campagnes. Maria de Raismes était la fille d'une mère pieuse, mais son père était un athée maçon, et elle avait une sœur qui était elle-même très excitée et qui a fait son éducation. Elle réussit à s'insinuer dans les milieux maçonniques et fit des conférences au Grand Orient en 1866. Elle plaida pour la lutte contre l'Église catholique. Dans toutes les réunions où elle le pouvait, elle parlait de ce sujet. En même temps, elle défendait le droit des femmes, entre guillemets, ardemment féministe. Et elle a créé, en 1976, une société pour l'amélioration du sort de la femme. En même temps que cette société travaillait à la libre pensée et à l'indépendance de l'esprit humain. En 1880, avec l'aide d'un maçon qui s'appelait M. Poupin, député du Jura, elle organisa le premier congrès anticlérical du Grand Orient. Elle y joua un rôle de premier rang et de première importance en réclamant et en criant qu'il fallait libérer la femme et qu'on ne pouvait la libérer qu'en détruisant toute l'emprise de l'Église de France sur les villes et les villages. Elle fut acceptée par une loge maçonnique du PEC qui admirait ses théories et qui était également anticléricale. Donc le 14 janvier 82, à la loge des libres penseurs du PEC, elle fut admise devant une très grande assistance, de députés, etc. Le Grand Orient et la Grande Loge symbolique trouvaient que c'était très dangereux d'avoir une femme. Et alors, pendant quelque temps, on atteint à l'écart.
Mais à partir de 1890-92, elle réussit à créer une obédience qui s'appela le droit humain. C'était la première obédience française qui eut femmes et hommes, hommes et femmes, et qui eut un extrême succès, surtout dans les milieux d'instituteurs et d'institutrices. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, grâce au droit humain, grâce à son travail de martèlement sur l'instituteur pour lui dire qu'il était là pour représenter le rationalisme dans chaque village en face de l'obscurantisme, on a installé, le droit humain a installé dans chaque commune de France une lutte au couteau entre l'instituteur et le curé. Et comme l'instituteur était mieux payé, comme il était plus officiel que le curé, pour des populations naïves, pas très pieuses, c'était évidemment une attraction énorme, jusqu'au jour qui est arrivé maintenant, où l'instituteur étant riche, le curé pauvre, la femme de l'instituteur bien payée, les instituteurs ont des autos plus belles que les cultivateurs, et les instituteurs commencent à être très embêtés de leur impopularité, dans toute une partie de la France. Mais enfin ça ne s'est produit que depuis 1960. Donc le travail de Maria de Rheims, j'aurais à vous en reparler, a été un travail de destruction très efficace. À ce moment-là, Gambetta, qui avait formé un ministère radical et maçonnique, ne resta au pouvoir que 60 jours. Un beau jour, il mourait. On n'a jamais su ce qui était arrivé. Il est certain qu'à cette époque-là, il subissait l'influence d'une femme chrétienne et que, avec tous ses défauts, c'était le moins vendu d'eux tous, et c'était celui qui avait gardé le sens patriotique, il rêvait de revanche. Tout indique qu'il a été assassiné. Mais rien ne nous révèle, comme ça a dû être très bien fait à la maçonne, rien ne nous révèle exactement les causes, si ce n'est cette nouvelle orientation d'une réconciliation avec les catholiques et le désir de remonter l'armée. Il a disparu. Et alors après lui, donc, la maçonnerie a régné, et a régné avec un parfait cynisme et une parfaite grossièreté. C'est l'époque de la grande persécution contre le catholicisme, dont il faut que je vous dise quelques mots maintenant, avant que nous nous séparions. Les principales mesures étaient préparées par des convents, c'est-à-dire des réunions de loges, où on traite un sujet, et alors les loges disent il faut absolument que la France soit libérée, il faut absolument que l'école soit strictement laïque, il faut absolument que les Français ne soient plus opprimés par les misérables congréganistes et par toute cette racaille de chrétiens. Donc, voici comment cela s'est déroulé dans ces grandes lignes. Parce que s'il fallait entrer dans tous les détails, ce serait une chose interminable, mais en fait, nous allons tout de même vous indiquer ça. La République appartenait aux démocrates. Il s'agissait donc de faire la guerre. Gambetta l'avait dit lui-même, le cléricalisme, voilà l'ennemi. Donc, on attaquait Rome, et on attaquait dans chaque endroit, dans chaque village, dans chaque évêché, toute action un peu claire du clergé français. On l'attaquait sous différents angles. La doctrine maçonnique était donc sociologie maçonnique, système éducatif maçonnique, laïcisme en tout. Et Gambetta avait supprimé le nom de Dieu dans les écoles, et Goblet, ministre de l'Instruction publique, avait supprimé 2000 vicariats dans des paroisses sur avis des préfets sans consulter aucun évêque. Paul Bert, qui était ministre de l'Instruction publique après lui, avait fait un projet sur la laïcisation du personnel enseignant qui fut voté au Sénat. Désormais, l'école devait être entre les mains de maîtres ne professant plus le catholicisme, au moins ne se montrant pas. Or, les hommes d'argent, ça leur était égal. Et le 22 septembre 92,
en célébrant la proclamation de la République dans le Panthéon, on a clamé la gloire de la libre pensée et du triomphe sur toutes les autres horreurs de l'Église. C'est également le moment où commencent les persécutions contre les congréganistes et où l'on s'efforce de les chasser, tout d'abord avec une certaine modération, puisqu'on dit, oui, il faut qu'ils demandent une permission. Voyez-vous, dans les documents maçonniques, il est très curieux de voir, on parle toujours de tolérance. Mais quand il s'agit du catholicisme, il n'y en a plus. Il y a la tolérance pour tout, mais il n'y en a pas dans le domaine du catholicisme. Le 31 décembre 1982, le gouvernement annonçait que 261 couvents ouverts et resteraient ouverts, mais que 5600 religieux seraient expulsés. Les couvents seraient ouverts, c'est-à-dire qu'on chasserait les gens de leur couvent. Un conseiller municipal de Paris, en 1978, disait bien, le problème, la franc-maçonnerie ne fait que refléter l'opinion de la démocratie française, et elle résume toutes les aspirations de l'opinion républicaine. Donc désormais, à partir de 82, les ministres de l'instruction publique vont chasser les congrégations. D'abord les congrégations enseignantes, et ensuite pratiquement toutes les congrégations, même la plupart des congrégations de femmes, du moins toutes celles qui enseignaient, de façon à ce que l'enseignement soit entièrement entre les mains du gouvernement et qu'il ne reste plus à l'Église que des écoles qu'elle maintient difficilement à des prix très hauts, payés par des particuliers, ou alors les écoles secondaires que l'on peut maintenir, mais qui sont naturellement beaucoup plus chères que les écoles de l'État, puisque les écoles de l'État, étant entretenues par l'État, sont pratiquement gratuites. Cette lutte contre les congréganistes, alors que le clergé défend très peu ou très mal les congrégations et les grands ordres. Il y avait toujours eu dans l'Église de France une certaine jalousie entre clergé séculier et clergé régulier. Et cela a facilité la lutte des maçons contre le clergé régulier et le clergé enseignant. Dans ces années de 1880 à 1890, la maçonnerie semble triompher dans tous les domaines. Dans chaque ministère qui se forme, il y a 5 ou 6 ministres maçons. Rien ne se fait d'important sans que les lois n'aient été discutées d'abord au Grand Orient. Aucune nomination importante ne se fait dans aucun ministère sans qu'on ait d'abord consulté les conseils du Grand Orient. Je vous en donnerai des détails, car j'ai su très exactement cela dans mes recherches. Seulement, la maçonnerie est tellement puissante qu'elle se remplit de tous les arrivistes, de tous les gangsters et de tous les voleurs qui veulent arriver. Et cela crée, autour du gouvernement et autour des loges, une fermentation qui, dans une certaine mesure, va nuire à la maçonnerie et à la République. En effet, un whole corps s'empare d'une partie du public, et en 1889, voyant un brillant général, qui monte bien à cheval, qui plaît aux dames, qui a de jolis chevaux, général Boulanger, on se figure qu'il va sauver la France de toute cette crasse et toute cette ordure. Malheureusement, Boulanger était bête, malheureusement, Boulanger était maladroit, malheureusement, Boulanger n'a pas su organiser le coup de force qu'il aurait pu faire très bien et avec lequel il aurait eu une majorité. Il a voulu rester copain avec les maçons et il a fini par se suicider stupidement sur la tombe de sa maîtresse à Bruxelles en rendant ridicule tous ses partisans et camarades de combat. Donc, une fois de plus, la maçonnerie avait l'air de triompher. Mais, et c'est cela, voyez-vous, la tare principale de la maçonnerie, on ne peut pas pratiquer l'infamie et la malpropreté sans en être souillé. Et ce qui est arrivé, ce que je vous décrirai demain, c'est comment la maçonnerie, à force de triompher, à force d'étaler ce qu'elle est, c'est-à-dire son être malpropre, a fini par susciter en France une réaction dont le début s'est amorcé dès 1895 et qui a fini par aboutir à la suppression par le maréchal Pétain en 1940-41. Ça aurait pu être définitif
si un autre général n'avait pas pratiqué une politique différente.